Bonjour tout le monde. Dans la série des cours du module physique des composants semi-conducteurs 1, destiné principalement aux étudiants de Master 1 microélectronique, nous allons aborder le premier cours euh, intitulé Introduction à la cristallographie. Donc ici, quelques références en langue anglaise et en langue française que vous pouvez consulter en cas de besoin. Donc, pour commencer, je vous donne l'essentiel des points qui seront abordés au cours de cet exposé. Donc, nous allons parler dans un premier temps des relations qui existent entre les propriétés des matériaux et la structure cristalline. Comme la matière existe sous différentes formes, donc nous allons parler des trois situations rencontrées, à savoir l'état du désordre complet, l'état de l'ordre parfait et l'état intermédiaire. Et puis on passe pour éclaircir c'est quoi la structure cristalline. Et cette structure cristalline qui gravite autour d'une notion de maille élémentaire, donc qui représente le volume minimal qui se répète pour former ou construire la structure cristalline. Comme il est difficile dans beaucoup de situations complexes à déterminer cette maille élémentaire, donc nous allons évoquer la méthode de Wegner-Seitz pour déterminer géométriquement cette maille élémentaire. Comme la structure cristalline est supposée à une structure parfaite, donc on peut appliquer certaines opérations de symétrie qui laissent cette structure invariante. Et et par la suite, nous allons voir les différents systèmes et réseaux cristallins qui décrivent cette structure cristalline. Et on verra aussi comment repérer les directions et les plans dans ces structures cristallines. Étant donné qu'une structure cristalline n'est pas dense, donc il existe du vide dans la structure. Et donc on va parler de la densité des nœuds du point de vue réseau cristallin. Et ces vides sont schématisés par des figures géométriques qu'on appelle les sites. Donc, on va dire quelques mots sur les différents types de sites qui existent dans les différents réseaux cristallins. Et ce vide sera quantifié par ce qu'on appelle le taux de compacité. Bien sûr, l'assemblage des atomes dans ces structures cristallines s'effectue donc selon deux modes, à savoir l'assemblage AB-AB ou l'assemblage ABC-ABC. Donc, on va dire quelques mots là-dessus. Pour étudier ou pour caractériser la structure cristalline, donc les cristallographes préfèrent projeter cette structure cristalline dans un autre espace appelé l'espace réciproque. Donc, on va définir ce qu'on appelle le réseau réciproque. Et ce réseau a aussi des nœuds et des paramètres de maille donc qu'on peut décrire avec qu'on repère avec des nombres entiers comme on le fait dans le cas de la structure dans le cas de la structure cristalline dans l'espace réel.
pour étudier la structure de ces cristaux, donc on utilise la diffraction cristalline qui repose sur les trois rayonnements suivants, à savoir les rayons X, les électrons et le neutron. Et cette étude exploite la loi de Bragg. Donc, lorsque l'interaction de ces rayonnements avec la structure vérifie cette loi de Bragg, donc on peut avoir des diffractogrammes qui nous permettent d'accéder aux paramètres de la maille et les phases constituant l'échantillon utilisé et étudié. On verra les différentes techniques utilisées pour étudier la structure cristalline. On va voir en particulier la méthode de Laoui, la méthode du cristal tournant et la méthode des poudres appelée aussi méthode de Debye-Scherrer. Et on termine par dire quelques mots sur le facteur de structure qui traduit l'interaction de ces rayonnements avec les atomes constituant le cristal. Donc, on utilise la structure cristalline parce que les propriétés des matériaux, telles que les propriétés physiques, notamment les propriétés électriques, magnétiques, thermiques, ainsi que les propriétés chimiques, mécaniques, dépendent en grande partie de la structure cristalline. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important d'étudier la structure cristalline ou l'architecture atomique. C'est quoi donc cette structure cristalline? Donc, la structure cristalline ou l'architecture atomique, c'est le mode de répartition des atomes ou des molécules dans les solides, ainsi que les relations géométriques qui existent entre les positions de ces atomes et les molécules qui constituent les solides. Vous avez ici quelques exemples de cristaux, les cristaux de glace, le cristal de chlorure de sodium, le cristal de diamant. Donc, vous voyez, il y a un ordre qui règne dans les trois directions. Et ce qu'on va voir par la suite. Donc, quand on traite la matière, on peut avoir affaire à des situations où il y a un désordre complet, comme dans le cas des gaz, parce que dans cette situation, l'agitation thermique modifie la position des atomes et des molécules l'un par rapport aux autres, et donc on ne peut pas avoir de l'ordre, que ce soit à courte ou à longue distance. Donc, pour les gaz, ça correspond au cas du désordre complet. Par contre, dans le cas des solides cristallins, notamment, on les considère comme des cristaux parfaits. Donc, chaque atome ou molécule occupe une position bien définie par rapport à tous les autres atomes ou les autres molécules, quelle que soit la distance qui les sépare. Et donc, c'est là l'intérêt d'étudier les cristaux à cause de cet ordre qui existe, que ce soit à courte distance ou à longue distance. Entre ces deux situations extrêmes, il y a un cas intermédiaire, ce qu'on appelle aussi les solides amorphes ou l'hiver. Dans ce cas, la structure est
du solide est semblable à celle d'un des liquides. Donc, la différence entre ce type de solide et les liquides réside dans le taux de viscosité qui est plus importante. Donc, on parle d'une structure amorphe ou vitreuse qui est une structure isotrope ou règne tout de même un ordre à courte distance, mais pas d'ordre à longue distance. Donc ici, là, cette image ici illustre les trois situations. Le cas du désordre accompli rencontré dans le cas des gaz, le cas amorphe rencontré dans le cas de liquide et de certains solides. Donc, vous avez ici un ordre à courte distance, mais pas à longue distance. Et le troisième cas, c'est le cas de ordonnier qui correspond aux cristaux parfaits. Donc, vous voyez, il y a l'ordre dans les trois, dans toutes les directions et aussi à courte ou à longue distance. Donc, le cristal idéal il peut être construit par une répétition régulière d'unités structurales identiques que sont soit les atomes ou les molécules. Ça dépend de la composition chimique du cristal. Donc, les positions de ces atomes ou des molécules dans l'espace, elle constitue un ensemble de points qui est appelé un réseau. Donc, ces positions, et cette composition qui se répète de façon régulière dans l'espace a donné un langage spécial utilisé par les cristallographes. Donc, on parle de nœuds au sujet des points, c'est-à-dire qui sont les positions des atomes et des molécules. Et on parle aussi de base de motifs pour les atomes ou l'ensemble d'atomes qui se répètent pour construire cette structure cristalline. Donc, comme on le voit ici, donc, c'est pour des raisons de simplicité, si on s'intéresse à un cristal à deux dimensions, donc, vous avez ici la répétition d'un motif qui est constitué de deux atomes, donc qui se répètent selon les deux directions, donc c'est de façon périodique. Donc, vous avez un ordre partout, que ce soit à courte distance et à longue distance. Donc, les positions de ces molécules dans l'espace donnent lieu à ce qu'on appelle un réseau. Et les points où se situe chaque motif s'appelle les nœuds. Donc, on peut dire que la structure cristalline est égale au réseau cristallin plus le motif. Donc, ce qu'on voit ici, donc pour un réseau cristallin, donc il nous faut un motif qu'on place en des points bien définis dans l'espace pour avoir cette structure cristalline ordonnée. Puisqu'il y a ordre selon les trois directions dans l'espace, donc on peut passer d'un nœud à un autre par une translation dont les composantes sont des entiers. Et donc, la position est exprimée dans une base constituée de trois vecteurs dans l'espace et de deux vecteurs dans le cas d'un réseau planaire. Donc, ces trois vecteurs qui sont linéairement indépendants sont appelés vecteurs
de base aux vecteurs de translation fondamentaux. Si on regarde un cristal à une échelle un peu plus grande, donc, on constate qu'il y a un volume élémentaire qui est schématisé là, qui se répète selon les trois dimensions pour générer ce cristal. Donc, ce volume élémentaire s'appelle la maille primitive ou maille élémentaire. Donc, c'est un parallélépipède élémentaire qui se répète selon les trois directions pour générer le cristal. Donc, on peut dire que la maille cristalline ou la maille élémentaire, c'est le plus petit volume conservant toutes les propriétés géométriques, physiques et chimiques du cristal. Par exemple, ici, vous avez le fer alpha qui a une structure cubique centrée. Donc, le volume élémentaire qui se répète selon les trois directions pour générer le cristal du fer alpha. Donc, c'est un cube centré composé d'atomes de fer. Comme je l'ai dit dans l'introduction, dans certaines situations, il n'est pas facile de trouver ou de déterminer cette maille élémentaire. Donc, Wegener-Seitz a donné une méthode géométrique pour déterminer cette maille élémentaire qui génère le cristal. Donc, la technique consiste à prendre un nœud comme référence et donc en joignant ce nœud à tous les nœuds des proches voisins, et après, bon, on trace les plans médiateurs de ces segments qui joignent ce nœud central à ses proches voisins. Donc, on va obtenir à trois dimensions un volume qui a appelé la maille élémentaire de Wegener-Seitz. Donc, le cristal peut être reproduit par la répétition de cette maille élémentaire. Donc, grosso modo, donc, on peut dire que le cristal, bien sûr, on parle d'un cristal idéal, il est constitué par la répétition régulière dans tout l'espace d'atomes ou de groupements d'atomes. Donc, ce cristal qui est constitué par la répétition régulière d'atomes ou de groupes d'atomes est formé d'un réseau qui est l'ensemble des points où on place les atomes ou le groupement d'atomes pour reproduire le cristal. Et ce groupement minimal d'atomes est appelé base au motif. Donc, si on reprend l'exemple qu'on vient de voir ici, donc, le réseau ici, c'est un réseau composé de carrés comme ça. Le motif, c'est deux atomes, donc qui se répètent, qui se placent en ces différents nœuds de ce réseau cristallin pour générer le cristal. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que la structure cristalline est égale réseau plus motif ou base. Il se peut que, bon, lorsqu'on se trouve dans une situation telle que celle-ci, il se peut que quelqu'un prenne par exemple
détermine une maille élémentaire comme celle notée ici, représentée par 1. Par exemple, un autre, il choisit cette maille. Et, un autre choix, un troisième choix comme celui-ci. Et parmi ces trois, il faut voir lequel, quelle maille considérée comme maille élémentaire. Donc, la maille qu'on va considérer comme maille élémentaire doit satisfaire deux conditions, deux principales conditions, à savoir le plus petit volume ou surface ici de dimension. Deuxième condition, il faut que les vecteurs de base doivent être construits de façon qu'ils soient parallèles aux symétries du réseau. Donc, en s'appuyant sur ces deux conditions, donc on voit que la bonne maille élémentaire, c'est celle-ci. Donc, le choix de la maille doit se faire pour tirer un profit de la symétrie du réseau cristallin. Bon, quand on choisit une maille élémentaire, il y a deux situations qu'on peut rencontrer. Donc, notre choix peut donner une maille qu'on appelle maille simple, comme il peut donner une maille qu'on appelle maille multiple. Par exemple, dans ces trois choix en vert, ça correspond à la maille élémentaire simple ou primitive. Par contre, le choix ici en rouge, il donne une maille multiple parce que ici, cette maille élémentaire contient plus de nœuds que ces trois. Donc, ces trois mailles sont plus primitives que celle-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que cette maille est multiple alors que celle-là et ces trois-là sont primitives parce qu'en fait, elle contient un seul nœud, sachant que chaque nœud contribue à une maille par un quart. Donc, ces trois mailles contiennent un seul nœud alors que cette maille en rouge contient deux nœuds. C'est la raison pour laquelle elle est considérée multiple. Ici, bien sûr, bon, c'est le cas d'une maille, c'est-à-dire une maille obtenue par la technique de Wigner-Seitz. Pourquoi on parle de mailles élémentaires simples et multiples? On a dit tout à l'heure, il faut choisir la maille élémentaire qui profite de la symétrie du réseau cristallin. Donc, dans certains cas, si on cherche la maille élémentaire, on va tomber sur une maille qui n'a pas la symétrie du réseau cristallin. Donc, c'est difficile à étudier la structure cristalline avec cette maille élémentaire. Et donc, on se trouve dans certaines situations contraint de choisir une maille multiple. Par exemple, ici, pour le cubique centré, donc, si on choisit une maille qui contient primitive, qui est la maille en noir, elle ne tire pas profit de la symétrie de la structure cubique centrée. Donc, on préfère, dans certaines situations, prendre une maille multiple qui tire profit de la symétrie du cristal. C'est la même chose pour le cubique face centrée. Donc, on préfère prendre une maille avec plusieurs nœuds, c'est-à-dire face centrée, que cette maille élémentaire
qui ne reflètent pas la symétrie du cristal. Donc, c'est la raison pour laquelle on utilise le cubique centré et le cubique face centré au lieu du cubique simple qui, comme ici ou là, il ne reflète pas ou ne profite pas de la symétrie du cristal. Puisque dans les cristaux, il y a un ordre qui règne à courte et à longue distance, donc on peut passer donc on peut appliquer certaines opérations à la structure qui la laissent invariante. Et parmi les opérations qui permettent de laisser une structure cristalline invariante, on cite les translations, les rotations, la symétrie, que ce soit par rapport à un point, un axe ou un plan. Ces deux dernières opérations de symétrie, c'est-à-dire la rotation et la symétrie, sont appelées transformations ponctuelles. Il est aussi, il est aussi possible d'avoir d'autres opérations de symétrie qui sont appelées transformations composées, qui sont formées du produit de transformation ponctuelle et d'une translation, c'est-à-dire les transformations composées sont obtenues en appliquant par exemple en composant la translation avec la rotation ou la translation avec une symétrie. Donc, vous voyez ici, par exemple, pour cette structure, si on fait tourner cette structure par rapport à un axe d'un angle pi sur 4 par rapport à un axe perpendiculaire à ce carré, donc cette structure reste invariante. Par contre, ici, si on fait la rotation par rapport d'un angle de 120 degrés par rapport à un axe qui passe par le centre et perpendiculaire au plan de la feuille, donc la structure reste aussi invariante. De même, si on fait une rotation d'un angle de 60 degrés, par rapport à un axe qui passe par le centre. Donc, de même pour ces structures, des rotations par rapport à différents axes ou des réflexions par rapport à des symétries par rapport à des plans. Donc, la symétrie reste invariante. Puisque la structure cristalline est obtenue par la répétition d'un volume, d'un petit volume qui s'appelle la maille élémentaire, donc on peut avoir différentes situations selon les angles et les vecteurs de base selon les trois directions. Donc, tout dépend de la relation entre les modules de ces trois vecteurs de base et les relations entre ces trois modules. Et donc, ça donne naissance à 7 systèmes cristallins, à savoir le triclinique, le monoclinique, l'orthorhombique, le rhomboédrique, l'hexagonal, le quadratique et cubique. Donc, vous voyez ici, selon chaque situation et les relations géométriques qui existent entre les trois vecteurs et les trois angles. En plus, si on tient d'autres variantes, donc on peut, pour chaque système, donc on va trouver 14 réseaux appelés les 14 réseaux de Bravais. Donc c'est avec ce type de réseau de Bravais qu'on peut reproduire les différents cristaux qui existent dans la nature. Puisque à cause de cet ordre et cette périodicité, cette symétrie qui existe dans les cristaux, donc on peut tracer des axes qui passent par des nœuds différents. Et ces axes sont repérés par 3 entiers
hein, comme on le voit ici. Donc, nous avons différentes situations. Donc, pour une direction, par exemple, qui part d'un nœud pris comme origine et passe par un autre nœud comme ici, donc, hein, on caractérise sa direction par trois coordonnées, hein, qu'on représente entre deux crochets comme ça. Si on parle de plusieurs directions qui sont équivalentes, hein, donc on met les trois entiers entre ces deux symboles. De même, on peut définir des plans dans les cristaux. Et ces plans sont, comme on le constate ici, ils peuvent croiser les trois axes. Hein. Ils peuvent faire l'intersection avec les axes. Ils peuvent être parallèles à certains axes et faire l'intersection avec une ou deux axes. Hein. Ça dépend de différentes situations. Et donc, à partir de ces intersections de ces plans avec les axes, donc on détermine trois indices appelés indices de Miller, notés HKL. Hein, et donc, chaque plan est caractérisé par ces trois indices. On peut avoir différents plans qui sont équivalents. Dans ce cas, donc, pour un plan, donc, les trois indices sont mis entre deux parenthèses, comme ça. Par contre, s'il y a différents plans qui sont équivalents, donc, on met leurs indices de Miller entre ces accolades ici. Ici, on a quelques exemples de plans. Par exemple, le plan 1-1-0-0, le plan 1-1-0 et le plan 1-1-1 dans le système cubique. Donc, pour déterminer ces indices de Miller, il y a une règle à suivre. Donc, tout d'abord, il faut choisir une origine des axes qui ne doit pas appartenir au plan à repérer. Donc, si je veux avoir les indices de Miller de ce plan, donc il faut que l'axe n'appartient pas à ce plan. Après, on détermine une fois l'origine et les axes sont choisis, ainsi que les vecteurs de base. Donc, on détermine les coordonnées des intersections du plan considéré avec les axes X, Y et Z en fonction des longueurs de ces vecteurs de base. Après, on prend les inverses de ces trois intersections. Et l'étape suivante consiste à réduire les trois fractions au plus petit commun dénominateur, parce que quand on inverse les intersections du plan avec les trois axes, donc on va trouver trois fractions. Et donc, on essaie de réduire ces trois fractions au même dénominateur. Donc, une fois ces trois fractions sont réduites au même dénominateur, donc les trois numérateurs sont les indices de Miller. Donc ici, les indices de Miller pour les différents plans dans différentes situations. Pour la structure hexagonale, certains cristallographes utilisent ce qu'on appelle les indices de Miller-Bravais. Parce que au lieu de trois paramètres de maille, c'est-à-dire A, B, C, et ils prennent quatre vecteurs de base, comme on le voit ici, A1, A2,
et A3 et C selon l'axe Z. Et donc, on voit que le A3, c'est dans le même plan que A2. Donc, A3 n'est pas vraiment linéairement indépendant des deux vecteurs A1, A2, mais bon, certains préfèrent hein, adopter cette méthode. Et donc, au lieu de 3 indices, on va avoir 4 indices, mais cet indice n'est pas indépendant des autres. Donc, hein, et il est la somme de ces deux-là, hein, c'est-à-dire de H et de K. Puisque la structure cristalline n'est pas vraiment compacte, c'est-à-dire il y a du vide hein, qui n'est pas occupé. Donc, hein, puisque un réseau cristallin est constitué d'un certain nombre de nœuds hein, qui occupent une certaine surface, si on parle dans le cas du plan, il y a certains volumes hein, dans l'espace. Donc, le rapport du nombre de nœuds par rapport à la surface ou par rapport au volume, ça donne ce qu'on appelle la densité hein, des nœuds. Et, à cause de ce vide qui existe à l'intérieur hein, de mailles élémentaires, donc on peut définir ou bien on peut représenter ce vide par différents figures géométriques hein, qu'on appelle les sites. Donc, les sites, ce sont ces vides hein, qui existent à l'intérieur hein, d'une maille élémentaire, qui ont des formes géométriques différentes. Et donc, hein, on les appelle sites dans les sites dans les réseaux cristallins. Donc, c'est quoi un site? En fait, c'est un polyèdre, c'est-à-dire un volume limité par différents plans. Hein, dont chacun des sommets correspond au centre des atomes qui l'entourent. Par exemple, dans le cas du système cubique, il y a un seul site. Parce que, bon, par exemple, si on considère un cubique simple, donc il n'y a pas ces nœuds au centre, donc il n'y a que ces nœuds au sommet. Donc il y a un seul vide qui est cubique, donc il y a un seul site. Par contre, pour le cas d'un cube centré ou d'un cube face centré ou l'hexagonal compact et tout, donc on peut définir plusieurs types de sites, des sites octaédriques comme on le voit ici et des sites tétraédriques. Et dans chaque cas, de chaque situation, on trouve un nombre de sites octaédriques et tétraédriques. Par exemple, pour le CFC, donc on a 8 sites tétraédriques et 4 sites octaédriques. Pour l'hexagonal compact, il y a 12 tétraédriques et 6 octaédriques. Par contre, pour le cubique centré, nous avons 12 sites tétraédriques et seulement 6 octaédriques. Bon, comme on vient de le voir, pour le cubique simple, il y a un seul site cubique. Donc, à cause de ce vide qui existe dans la maille élémentaire, donc on définit ce qu'on appelle le taux de compacité, qui est le rapport entre le volume occupé et le volume de la maille. Donc ici, vous voyez par exemple ici, nous avons un volume qui est schématisé par le cube, mais le volume limité par ce cube n'est pas totalement occupé, donc il règne un vide. Donc, on calcule le volume de ces atomes qu'on suppose sphériques et on fait la somme des volumes occupés par les atomes. Et donc, on le met ici en numérateur et on divise sur le volume de ce cube. Et donc, on va trouver un certain pourcentage d'occupation. Par exemple, pour le cubique centré, le taux d'occupation, c'est-à-dire le taux de compacité, n'est que de 68%.
Pour le cubique face centré et pour l'hexagonal compact, c'est 74%. Par contre, pour le diamant, il n'est que 34%. Et pour le cubique simple, il est de 52%. Bon, lorsque les atomes s'assemblent dans l'espace pour former une structure donnée, donc l'assemblage se fait selon deux modes. Il y a le mode ABB, c'est-à-dire la première couche d'atomes, donc se met en hexagonal comme ça, et la deuxième couche, c'est-à-dire les trois atomes de la deuxième couche vont s'installer, où chaque atome s'installe entre trois. Donc, vous avez trois qui sont en contact avec la première couche. Donc, la troisième couche, elle revient comme celle de la première, c'est-à-dire A. Et donc, c'est la raison pour laquelle on dit qu'il y a un assemblage AB, AB. Et ce type d'assemblage donne naissance à l'hexagonal, à la structure hexagonale compacte. Par contre, lorsque on arrive à la troisième couche, c'est c'est-à-dire on pose les atomes de la troisième couche d'une manière différente de la première et de la deuxième. Donc, nous allons avoir un assemblage ABC, ABC, ABC. Et ce type d'assemblage donne naissance à la structure CFC. Donc, pour étudier les propriétés du réseau cristallin ou d'un cristal, donc on projette le cristal ou le réseau cristallin dans un espace appelé espace réciproque. Donc, l'espace réciproque aussi est caractérisé par des nœuds, par un réseau, par des nœuds, et donc par une base. La base, les trois vecteurs de base du réseau réciproque sont notés grand A, grand B, grand C, et donc ils sont obtenus à partir de la base du réseau direct, dont les vecteurs de base sont petit a, petit b, selon ces trois expressions données ici. Cette expression sigma carré donc, est prise comme 2P, et ça parce que pour des raisons d'utiliser la même métrique pour représenter l'espace réciproque et l'espace des vecteurs d'onde, parce que le vecteur d'onde, son module, c'est 2P sur lambda, donc c'est l'inverse d'une longueur. Et vous voyez ici, donc il y a l'inverse d'une longueur. Donc, parce que ça, ici, c'est la surface, ici, c'est le volume. Donc, il faut prendre ça, 2P, pour avoir 2P sur une longueur. Donc, les nœuds dans l'espace réel donc, sont donnés par ce vecteur, où les composantes M et NP sont des entiers. De même, dans l'espace réciproque, les différents nœuds sont donnés par un vecteur qui est en fonction des vecteurs de base A, grand C, ou ces entiers sont HK, qui sont les indices de Miller des différents plans. Et donc, en utilisant ces expressions ici, on peut montrer que le réseau réciproque d'un réseau cubique simple est un réseau cubique simple, alors que le réseau réciproque d'un réseau cubique centrique est un réseau cubique face centré. Et à l'inverse, le réseau réciproque d'un réseau CFC, c'est un réseau CC. Donc, pour étudier la structure cristalline, donc on utilise la diffraction des rayons X. Pourquoi les rayons X? Parce que, bon, pour que
cette diffraction cristalline ait lieu, il faut que la longueur d'onde du rayonnement utilisé soit comparable à la distance entre les atomes, hein, donc dans le cristal. Parce que si on prend des ondes, des rayonnements dont la longueur d'onde est très supérieure à cette distance entre les atomes, donc l'onde ne peut pas réagir avec la structure cristalline. Par contre, si on prend des longueurs d'onde très petites, hein, donc la diffraction va avoir lieu sous des angles très faibles, donc difficiles en pratique réelle. Donc ici, par exemple, un exemple d'une manip qui donne la diffraction des rayons X qui passe à travers une structure cristalline. Les rayonnements utilisés, hein, on utilise beaucoup les rayons X. Donc, voici le principe d'obtention. Donc, il y a un canon à électrons qui génère un faisceau d'électrons qui frappe une cible, généralement en cuivre. Hein, il y a d'autres situations, par exemple nickel, fer, mais le plus utilisé, c'est le cuivre. Donc, une fois le cuivre sur l'impact d'un faisceau d'électrons, donc ces atomes sont excités. Lorsqu'elles reviennent à l'état de base, donc elles vont émettre des rayons X. Donc, qu'on dirige sur un échantillon pour étudier sa structure. Le spectre obtenu de ce générateur qui génère ces rayons X, donc a cette allure. Donc le spectre est composé d'un fond continu sur lequel se superposent des pics qui sont les pics caractéristiques des atomes de cuivre. Par exemple, si on utilise le cuivre comme cible. Donc, lorsque le faisceau interagit avec le cristal, donc il va nous donner un spectre comme celui-ci. Donc, on a le spectre composé de plusieurs pics pour différents angles. Et chaque phase, c'est-à-dire chaque structure cristalline a son spectre qui joue le rôle d'empreinte pour une phase donnée. Et donc, pour chaque phase, on a des pics qui situent à des angles bien définis. Donc, sur la base de ça, donc on peut déterminer différentes phases qui existent dans une structure cristalline donnée. On utilise aussi un faisceau de neutrons qui est issu de sources radioactives ou d'accélérateurs de particules ou bien de réacteurs nucléaires. Donc, l'énergie des neutrons obtenue généralement très importante, supérieure à 1 MeV, c'est-à-dire 1 mégaélectron-volt. Donc, on essaye de réduire un peu leur énergie pour obtenir ce qu'on appelle les neutrons thermiques. L'intérêt de l'utilisation des neutrons, c'est qu'elles possèdent des moments magnétiques, donc on peut les utiliser pour étudier les matériaux magnétiques par l'interaction entre les moments magnétiques des neutrons et ceux des matériaux magnétiques. On peut aussi utiliser un faisceau d'électrons, mais les électrons, puisqu'ils sont chargés, donc ils interagissent beaucoup avec la matière, donc ils perturbent beaucoup la matière en déposant assez d'énergie, et pour cela, ils ne pénètrent pas beaucoup dans le matériau. Donc, ils sont utilisés pour étudier des couches minces ou les surfaces ou les cristaux très fins et les gaz.
Donc, c'est différent. Bon, les structures, les rayons X utilisés pour étudier la structure cristalline utilisent la loi de Bragg. Donc, si vous avez un faisceau qui tombe sur différents plans atomiques, avec un angle θ entre la direction du faisceau et le plan atomique. Donc, si cette relation est satisfaite, donc vous allez avoir ici des motifs de diffraction qui vous permettent de remonter à la structure cristalline de l'échantillon étudié. Bon, pour faire cette étude, différentes méthodes ont été proposées. Il y a la méthode de l'AOE qui utilise un faisceau polychromatique qui tombe sur un faisceau, plutôt sur je veux dire un monocristal. Et puisqu'il y a différentes longueurs d'onde, donc il existe certainement certains plans atomiques qui vont satisfaire la loi de Bragg et donc ils vont donner des motifs ici de diffraction. Il y a une autre méthode appelée méthode du cristal tournant. Donc ici, on utilise un faisceau monochromatique. Mais pour avoir puisque le faisceau est monochromatique, donc si le cristal est fixe, donc on risque de ne pas satisfaire la loi de Bragg. Et pour donc avoir la chance de satisfaire la loi de Bragg, il faut le faire tourner. Et c'est la raison pour laquelle il est dit méthode de cristal tournant. Il y a une méthode qui est largement utilisée ces derniers temps, qui est la méthode des poudres ou de Weisscherer. Donc, le cristal est broyé, est mis dans un support ici. Et lorsque un faisceau monochromatique passe à travers cette poudre, donc comme il y a des milliers, voire des millions de cristaux, donc petits cristaux, donc il y a des cristaux qui vérifient la loi de Bragg et donc ça donne des motifs de diffraction. Et donc à partir de ce motif de diffraction, on peut remonter à la structure cristalline. L'interaction de ces rayonnements avec la matière est quantifiée par une grandeur appelée facteur de structure qui est liée aux positions des atomes dans l'espace réel et l'espace réciproque et à travers le type, la nature, la position, la nature des atomes présents. Donc ce facteur s'appelle le facteur de forme au coefficient de diffusion atomique. Et donc ce facteur de structure, il va dépendre donc de la position des atomes et de la nature des atomes. Et le module au carré de ce facteur de structure vous donne l'intensité diffusée par les atomes. Et donc, à cause de cette interaction, donc on obtient un diffractogramme ou un spectre comme celui-là. La position des raies, c'est-à-dire les angles, elles dépendent des dimensions de la maille élémentaire. Donc, ces positions sont gouvernées par la distance interatomique représentée par les vecteurs de base A, B, C. Par contre, les intensités, c'est-à-dire la hauteur des pics, elle dépend de l'arrangement des atomes, c'est-à-dire la concentration des atomes dans l'échantillon. Voilà l'essentiel de ce qu'on peut dire de ce premier cours sur la cristallographie.